Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de difficultés à revêtir mon habit de lumière. Vous savez, c'est quoi un habit de lumière? J'ai appris ça il y a 2 jours. C'est le costume que portent les toréadors, les matamas, si vous préférez en espagnol, qui descendent dans la corrida pour affronter cet animal magnifique, terrifiant, qui est un taureau élevé dans des conditions, semble-t-il, idéales. Il est bichonné, il grandit au grand air et il va finir, comme vous le savez, par l'épée. Il va périr par l'épée au terme d'une danse, d'un ballet. J'ai appris ces choses-là il y a 2 jours, une amie, artiste, pas nommer son nom parce que je vais respecter son intimité, je vais respecter sa discrétion, qui m'a qui a entrepris de me convaincre et qui a réussi que finalement, bien, mourir dans l'arène, comme un taureau, eh bien, ça valait mieux que de finir dans un supermarché sous cellophane, que les bêtes élevées dans des batteries d'élevage, précisément, goinfrées d'hormones, goinfrées de médicaments, d'antibiotiques, des bêtes impotentes qui sont également destinées à la mort, mais à une mort ignoble, et qu'il valait mieux mourir dans la dignité. Mais cette magnifique personne me disait que sa compassion allait pour ces jeunes toréadors, beaux comme des dieux, je la cite, qui ont grandi dans une culture où la nature et l'homme se coudoient et où toute la culture est finalement une sorte de respect des liens sacrés unissant l'animal et l'être humain. Qu'au fond, ce n'est pas de la barbarie. La vraie barbarie, elle est ailleurs. Elle est dans cette absence de poésie. Je n'avais jamais vu cela comme ça. Pour moi, mon attachement allait toujours à cette bête, mais pour cet ami, sa compassion et son admiration allait à ces jeunes hommes-là qui descendu dans l'arène, affrontaient ces bêtes puissantes et magnifiques. Alors j'ai subi une sorte de conversion. Je suis passé de la bête à l'humain. Et bien maintenant, je vais périr dans l'arène plutôt que de finir sous cellophane. Je vais revenir brièvement sur ma rencontre d'il y a 2 jours avec Florence Montrainot. Je ne cacherai pas que je me posais la question avant d'enregistrer cette petite vidéo. Je n'en ai pas fait hier. J'étais émotionnellement épuisé. Et d'autant plus qu'à la librairie, hier, j'ai eu une grosse journée. Je ne m'attendais pas à ça. Le commerce au détail est toujours imprévisible. C'est toujours c'est toujours la précarité, c'est toujours l'insécurité. On ne sait jamais ce que la journée va nous réserver. Et d'autant plus que dans mon métier, vous le savez, je suis un libraire d'occasion et d'ancien. Alors il arrive qu'on vienne me proposer des ouvrages étonnants. C'est toujours des surprises, des ouvrages rares, parfois. Comme je vous ai raconté il y a quelques semaines, cet homme-là qui m'a apporté des ouvrages de Romain Rolland autographiés en me disant que ce n'était un vieil homme, me disant qu'il avait conservé ça, qu'il avait hérité ça de son grand-père, qui avait connu Romain Rolland, et que cela n'intéressait personne dans son entourage, et qu'il craignait que cela se retrouve dans les poubelles, et qu'il
me les offrait pour les sauvegarder en quelque sorte. Alors je me posais la question, vous disais-je, jusqu'où un être humain peut encaisser des chocs émotionnels positifs? Jusqu'où peut-il recevoir du sens, de la joie, de la poésie? Donc, je suis très fatigué. C'est une fatigue étonnante. C'est une fatigue, une belle fatigue, je vous dirais. Et cette rencontre-là avec Florence Montraino, qui a duré 3 heures et demie, je la revois dans cette maison traditionnelle de la Rive-Sud. Je la revois en train de pianoter sur son clavier, inscrivant quelques-unes de mes formules qui choquent, je dirais, parce que j'aime bien avoir le sens de la formule. Quand je rencontre quelqu'un qui transcrit mes propos, c'est arrivé souvent de donner des entrevues à des journalistes, et je fais pour eux le travail. Hein. Je réponds à leurs questions sans hésitation. Je ne prétends pas avoir toujours raison. Parfois, je constate que j'ai erré, mais je n'aurais pas erré en faisant preuve de malhonnêteté intellectuelle ou encore de cache-cache ou de subtilité. Non, non, je dis ce que je pense. Alors, elle a été bien étonnée, Florence Montraino. Mais il y a deux choses. Je vais sans doute y revenir, parce que oui, cet entretien-là que je lui ai accordé, eh ben, c'est pour son livre qu'elle va faire sur qu'elle recueille les paroles d'hommes abolitionnistes. Elle me confiait après l'entretien qu'elle avait beaucoup de difficultés à recruter des hommes qui acceptaient de parler, défendant cette cause, l'abolition de la prostitution des femmes, ça va de soi, qui sont très, très largement les victimes de ce commerce infâme, et aussi des hommes. Ça ne servira pas de... C'est pas plus acceptable que des jeunes hommes subissent des viols à répétition pour de l'argent. C'est pas plus acceptable. Et ça ne justifie pas et ça ne légitime pas les abus multiples qui sont faits sur le corps des femmes et sur leur psyché, sur leurs émotions. Et pour elle, et c'est là, il y a deux choses que je veux vous dire. Je lui ai cité à un moment donné Dostoïevski qui disait que la beauté sauverait le monde. Et elle m'a repris en me disant non, que c'est la citation, que la phrase qu'on attribue au prince Mishkin dans l'Idiot n'était pas, là je cite de mémoire, n'était pas la beauté sauvera le monde, mais la beauté peut-être sauvera le monde. C'était pas une affirmation, c'était une possibilité de. C'était même une interrogation de la part du prince Mishkin. Et là, elle me confiait qu'elle l'avait relu dernièrement dans le texte, car elle a fait sa licence sur la littérature russe. Alors, Madame Montraino lit Dostoïevski dans le texte. Alors, elle m'a gourmandé gentiment. Et après cela, quand j'ai pris le métro, là, ça va être la conclusion, parce que ce qu'elle disait également, c'est qu'elle opposait à la culture ambiante, qui est une culture consumériste, d'exploitation, une culture mortifère, en un mot, qu'elle opposait à cette culture de consommation de la sexualité, un esprit, l'esprit du désir, l'esprit de la poésie. Et là, moi, de mon côté, je lui disais, ouais, mais comment pouvons-nous donner le goût de la poésie aux gens? Car nous sommes environnés de laideur. Et quand je suis retourné en transport en commun, dans cette maison-là, magnifique, patrimoniale, de la Rive-Sud, eh bien, la dame, l'amie de Florence, qui m'a reconduit au terminus, elle m'avait prévenu, elle m'a dit, faites attention, vous allez voir, vous allez subir un choc olfactif dans le couloir du terminus de Longueuil, car il n'y a que des fast-foods.
Et c'est vrai. Et eux, les travailleurs, c'était sur l'heure de pointe. Eux, ils regagnaient leur domicile. Moi, je regagnais le mien à sens inverse. Et je les voyais, les visages fatigués, subissant, eux, jour après jour, cette violence olfactive, cette tyrannie du fast-food. Aucune option. Je vous épargne l'énumération, vous les connaissez, mais il n'y avait que cela. Je me disais, on est vraiment dans une sorte de dictature du mauvais goût, de la laideur, du nihilisme. Et comment défendre le désir et la poésie lorsque nous sommes environnés dans un monde d'horreur? Et j'imaginais même que le surgissement de cette beauté-là, soudaine, pouvait nous accabler davantage que l'acceptation devant les laideurs, non pas de l'existence, parce que, comme le disait Florence Montrainot, toujours un de ses amis croyant, elle ne croit pas en Dieu. Pour lui, la beauté du monde était une preuve de l'existence de Dieu. De là, la citation qu'elle avait reprise, sortant de ma bouche, de Dostoïevski. Moi, j'avais abondé dans le sens de son ami croyant en lui citant Dostoïevski. Elle m'a dit non, 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 Dostoïevski n'a pas dit ça. Comment donner de la poésie, comment donner du désir, comment insuffler de la poésie et du désir à ce monde boursouflé de laideur? Je ne sais pas. Mais assurément, parler pour de vrai, sentir les choses pour de vrai, c'est de l'insurrection en mouvement. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire? J'ai tellement de choses à vous dire. Je vais me limiter à ça aujourd'hui, pour l'instant. Je vais revenir encore parce que Florence Montrainot évoquait la possibilité que l'on pouvait enseigner la poésie et le désir à l'école. Je n'en étais pas sûr de mon côté. On peut enseigner le respect, le droit, la loi. On peut enseigner les règles à l'école. Mais la poésie, la beauté, le désir sont des choses que l'on enseigne à l'école. J'aimerais le croire, j'en suis pas si sûr. Mais assurément, on vit dans un monde assez laid, où nous sommes non pas destinés à périr sous l'épée d'un jeune homme beau comme un dieu, mais à périr d'ennui dans un monde vide de sens, me semble-t-il. À nous d'en donner, vaille que vaille, courageusement, et d'affronter cette réalité-là. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, faites attention à vos proches, faites attention à vous. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. Vous le savez, vous me connaissez. Bonne journée.